Bon après-midi, mesdames et messieurs. Faut-il faire la publicité des affaires juridiques? C'est une interrogation dont vous aurez à coup sûr les réponses pendant cette émission. C'est justement la problématique qui a constitué la sortie des magistrats hier. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de la magistrature suprême. Au-delà de cette information, nous épigolerons davantage sur bien d'autres informations à la une avec bien évidemment ce qu'on connaît depuis quelques temps déjà au Cameroun avec la mort de Martinez Zogo et bien d'autres informations. Pour le faire, comme d'habitude, mesdames et messieurs, sur le plateau, nous avons nos invités déjà installés. Lucien, Hervé, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, PBK, et un bonjour particulier aux inconditionnels de On refait la presse et singulièrement toutes mes amitiés aux nombreux téléspectateurs de Cam10 Télévision. Nous vous accueillons avec la vie chère de plus en plus, depuis un bon bout avec le prix du transport urbain, interurbain aussi. On se pose des questions finalement, à quand est-ce qu'on va continuer ainsi? Les populations et également les produits de première nécessité qui connaissent davantage d'augmentation sur les prix s'inquiètent. Bon, c'était prévisible tout ça. J'avoue que depuis l'annonce faite par le gouvernement, procédant ainsi à la hausse des prix, à la révision à la hausse des produits pétroliers à la pompe, on avait déjà commencé à vivre ça. Donc ce n'est qu'une continuité, un prolongement de ce que va être la vie des Camerounais dans les prochains mois. Et je crois qu'on va crescendo là, parce que c'est chaque commerçant, je ne dis pas que tous, chacun y va de son prix. Et ça pose véritablement un problème au niveau du consommateur final, ça pose un problème au niveau du Camerounais lambda, parce que l'État qui est pourtant là pour réguler, je crois que l'État est resté beaucoup plus dans les bureaux à travers des annonces médiatiques, mais il n'y a pas véritablement un suivi pour traquer ces commerçants véreux qui viennent comme ça, comme pour asphyxier le Camerounais qui est déjà très mal par rapport à son pouvoir d'achat. On vous accueille avec cette information, Maître Daouda. Bon après-midi et bienvenue. Bonjour, M. Coignet. Merci de me recevoir. Lors de l'annonce forte le 1er février dernier, on a vu le ministre du Commerce et bien plusieurs de ses collaborateurs sur le terrain pour se rassurer de ce que les prix homologués sont respectés. Est-ce qu'aujourd'hui, où plusieurs autres produits connaissent des augmentations sur les prix, on ne devrait pas continuer dans la même lancée pour que ces Camerounais véreux ne bénéficient pas davantage en écrasant les autres Camerounais? Monsieur Gouagné, vous posez une question récurrente dans l'opinion nationale et qui pose le problème du train de vie en général des Camerounais qui est relativement très bas. C'est vrai que le ministre du Commerce a pris une note tout récemment, n'est-ce pas, pour homologuer un certain nombre de prix et qu'ensuite il y a des unités qui sont descendues sur le terrain pour voir si effectivement ces prix étaient respectés. Je pense qu'on a un peu mis la charrue avant les bœufs parce que on aurait, étant donné le contexte, la conjoncture relativement difficile, on aurait dû commencer peut-être par la sensibilisation. C'est vrai que cette note est relativement passée aussi inaperçue. Il n'y a que les journalistes bien informés comme vous qui est allé à la source et qui savaient qu'il y a même eu une décision dans ce sens-là. Le Camerounais lambda est très souvent ignoré, même de ce qu'il a à faire, de ses droits les plus essentiels. Et donc je pense qu'il faut
davantage mettre l'accent sur la sensibilisation, ce qui est important des Camerounais, parce qu'il s'agit d'eux, ils sont concernés au premier chef. Donc en communiquant largement, en associant dans les différents médias que vous êtes, n'est-ce pas, pour participer à cette œuvre-là, qui, ma foi, réduit un certain nombre de dérapages. J'ai assisté effectivement une fois, lorsque je me suis retrouvé dans une grande surface, j'ai vu des agents des prix, j'en étais d'ailleurs surpris, c'est la première fois que je les voyais, qui insistaient sur l'étiquetage, n'est-ce pas, sur les hangars, oui. Là, je me suis rapproché de l'un d'eux, qui était très au parfum des prix, hein, qui disait non, vous devez afficher ces prix parce que c'est la réglementation qui l'exige, et si vous ne le faites pas, c'est en porte-à-faux à l'endroit de la loi. Donc, moi, en tant que client, j'ai d'abord émis quand même des réserves à cette pratique-là. Et ensuite, je me suis dit, ben, si ça commence comme cela, c'est une très bonne chose. Il faut, n'est-ce pas, qu'il soit de plus en plus présent. On en a besoin parce que vous savez, les prix sont essentiellement fluctuants. Prenons un exemple, un dépôt par exemple. Celui qui achète, je ne sais pas s'il maîtrise la nomenclature des prix. Parce que c'est celui peut-être qui a le dépôt qui propose ses prix, et celui qui achète est obligé, pour avoir un bénéfice, n'est-ce pas, d'ajouter à la tête parfois du client. Donc, ce qui fait problème. Donc, il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information afin que chacun puisse jouer son rôle. Parce qu'il s'agit effectivement de cela. Voilà, Hervé, vous avez regardé le match d'hier. Naturellement, lorsque une sélection nationale de football, vous savez que le Cameroun est un pays de foot, naturellement, très tôt, j'ai tenu à visionner le match des filles. Un match au cours duquel on a noté vraiment des réels problèmes d'arbitrage. Ces problèmes d'arbitrage, vraiment qu'on on aura de cesse de décrier, parce que l'élimination, on l'accepte. Nous sommes un peuple très fair-play en matière de sport, en matière du football. Mais très critique aussi. Mais très critique, oui, vous savez, au Cameroun, si on a 26 millions de Camerounais, ça fait 26 millions de coachs, ça fait 26 millions de sélectionneurs potentiels, ça fait peut-être aussi 26 millions de joueurs, parce que tout le monde, à partir de son salon, peut... il a la prétention de jouer mieux que ceux qui sont alignés. Donc, vraiment, c'était avec beaucoup de déception, surtout quand on sait le parcours réalisé par cette équipe constituée de braves filles. Et il y a une bonne poignée qui est déjà pratiquement à la sortie. Je vais parler de la capitaine, pas la capitaine du jour d'hier, la capitaine Abou Diongene, qui est pratiquement comme ça à la sortie. Il aurait été de bon ton pour elle de disputer une dernière édition de la Coupe du Monde. Malheureusement, le sort et surtout l'arbitrage de ce match est à revoir. Je pense que la FIFA sera saisie peut-être dans les prochaines heures par la personne du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, pour ne pas le nommer, pour interpeller la FIFA. Je pense qu'au sorti du match d'hier, la fédération camerounaise a dû porter des réserves relativement à cet arbitrage qui était catastrophique. Mais maître, d'aucuns disent déjà peut-être sans réserve que le président de la Fédération camerounaise de football, depuis qu'il est là, on n'a pas encore remporté, on n'a pas encore eu une victoire glorieuse. Oui, mais ça c'est peut-être des faits. Vous savez, les faits sont parfois têtus. Mais laissons au président de l'Africa Foot un peu de temps pour faire son bilan. Je pense que c'est trop tôt également pour prétendre lui faire un bilan. Peut-être qu'il met assez de moyens, les moyens peut-être qu'il a pour que ça avance. Mais en même temps, c'est pas lui qui est sur le terrain. Vous savez, c'est des joueurs qui sont sur le terrain. Peut-être qu'il y a un problème de coaching, peut-être, oui, on peut peut-être dire qu'il y a un problème de management quelque part. Peut-être qu'on cherche la bonne formule aussi, vous savez, en voyant comment les choses se passent, on est peut-être en train de rôder une certaine façon de faire. Bon, donc je pense qu'il est très tôt pour faire un diagnostic.
C'est vrai que les dernières rencontres internationales n'ont pas trop porté. Nous sommes un peu déçus. J'ai vu le match, hein, tout comme Camerounais très tôt hier. Je m'empressais d'ailleurs de le regarder. Et nonobstant l'arbitrage, il y a quelques des petits réglages. Je crois qu'il faut encore pouvoir faire, n'est-ce pas, dans cette équipe-là. Et puis, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est lui qui l'avait dit, hein, personne n'est indispensable, hein, dans cette équipe. Il faut penser à refonder, n'est-ce pas, cette équipe-là, pour qu'elle soit davantage optimum et compétitive, parce que ça va très vite, n'est-ce pas. On a vu le Portugal qui était très en jambes. Et on a vu des équipes comme ça qui viennent pour gagner. On ne vient pas pour, n'est-ce pas, voilà, pour parader. Donc je pense qu'il faut travailler, il faut accepter de travailler. Laissons un peu l'arbitrage de côté. On sait que c'est toujours, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, hein. En 90, on en parlait déjà. Surtout que le ballon est rond, voilà. Lucien. Les Camerounais ont peut-être cette habitude à tout moment, lorsqu'il y a défaite, il faut soit peut-être l'arbitrage, soit c'est tel joueur qui doit payer les pots. Bon, peut-être on devrait accepter et se donner davantage de chances. Que nous n'acceptons pas la défaite, mais il y a quand même des faits de jeu qui sont assez têtus, parce que vous ne pouvez pas, sur une action où il faut aller consulter le Video Assistant Referee, c'est-à-dire le VAR, aller consulter pour pouvoir éventuellement mettre un carton, alors qu'on voit qu'une joueuse camerounaise qui est en train de gisant au sol, et que l'arbitre ne dit rien. Et curieusement, sur un autre fait de jeu, même action, et c'est la Lyon, hein, la joueuse camerounaise qui écope d'un carton. Je pense que quand même, on devrait arrêter ça dans le monde du foot. Les Camerounais ont toujours été fair-play, hein, parce que c'est difficile de nous entendre parler de l'arbitrage, mais quand c'est assez criant, quand c'est assez visible, on ne doit pas manquer de fustiger cela. L'équipe d'hier qui est sortie au niveau des barrages n'était pas si mal que ça. C'est vrai que le Portugal a aussi mérité sa qualification, mais il faudra que ça se passe dans les règles de l'art, en respectant les 17 lois du foot qui sont reconnues par l'International Board. La loi 5 là, qui est focalisée sur l'arbitre, on doit voir. Et ça peut même aussi poser jurisprudence, c'est-à-dire le cas de l'assistance de la vidéo. Parce qu'à un moment donné, il vaudrait même encore avoir affaire à quelqu'un qui prend des décisions comme c'était déjà dit. Maintenant, quand on a adjoint au trio arbitral, on a adjoint la vidéo. Donc ça laisse toutes sortes d'interprétations. Mais je reste fair play. C'est vrai que le cœur bat beaucoup lorsque la sélection nationale de football est engagée. Ah, c'est normal. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission, nous avons également le privilège d'avoir justement sur le plateau celui qui communique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais finalement installé. Il est l'honorable Martial Bessala. Bon après-midi et bienvenue. Bonjour, bon après-midi à vous, bon après-midi à mes co-discutants, bon après-midi à tous les nombreux téléspectateurs de Camdis et les internautes, ceux qui nous regardent cet après-midi. Comment se porte le parti? Le parti est dans la mouvance des sénatoriales. Vous savez que la réunion préparatoire au lancement de la campagne électorale dans le cadre de ces sénatoriales se tiendra cet après-midi à partir de 16h au Palais des Congrès. Alors, tous les états-majors sont mobilisés pour la cause et les délégations qui doivent prendre part à cette réunion sont déjà bien installées dans la capitale. Et ce soir, le mot, la vision, les directives, le cadre politique interne qui vient du président national sera donné donc à ses responsables là par le secrétaire général du comité central tout à l'heure, et le RDPC sera donc effectivement lancé dans la campagne pour la conquête
de tous les sièges qui sont en jeu, mis en jeu, savoir ces 70 sièges. Le RDPC est représenté dans toutes les 10 régions et le RDPC compte conquérir donc tous les 70 sièges qui sont mis en jeu. Nous allons donc définir et établir notre stratégie ce soir afin d'aller courtiser tous les conseils municipaux, quelle que soit leur coloration politique, quel que soit l'endroit où ils se cachent, pour leur présenter l'offre de ce Parlement, de ce Sénat moderne, l'offre de ce Parlement et de ce Sénat qui défendra, représentera, défendra et prendra corps et âme pour l'implémentation et l'accélération du processus de décentralisation au bénéfice et au grand bénéfice de toutes les populations du Cameroun et qui doivent certainement voir plus proche d'elles, ces populations-là, les actes de développement de la politique nationale de notre président, le président Paul Biya. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous allons prendre une légère transition et nous irons en kiosque pour voir avec vous les unes dont nos frères de la presse écrite nous ont proposé aujourd'hui. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, justement, c'est pour aller en kiosque et prendre les unes. Ce jour, on commence avec le journal national, le quotidien national Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana de ce jour revient sur la grande actualité d'hier avec la Cour suprême qui effectuait le retour, en tout cas la rentrée bravo pour l'année 2023. Et pendant cette rencontre, les magistrats ont donc parlé de l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux, d'où la grande une du quotidien national Cameroun Tribune de ce jour qui revient sur ces informations liées à l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux avec bien évidemment le premier président de la Cour suprême qui dirigeait les travaux. Le journal écrit en tout cas ce jour dans son discours d'ouverture de l'audience solennelle de rentrée de la haute juridiction hier. Le premier président de la Cour suprême est revenu sur l'utilisation avec l'intégration ou l'ingérence de ceux qui utilisent très mal les réseaux sociaux dans les affaires juridiques. Et par la suite, le quotidien national au niveau de la page 3 nous fait savoir donc que Daniel Meko B a donc indiqué qu'il devenait urgent de mettre fin au dérapage observé en utilisant les moyens légaux existants. Un autre journal en kiosque cet après-midi, c'est le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation, écrit Cour suprême, la presse en procès. À l'occasion de la rentrée solennelle de la haute juridiction, des déviances observées dans la pratique du métier du journaliste et les dérives des réseaux sociaux ont été fustigées. C'était hier à la Cour suprême, ici même dans la capitale politique du Cameroun et au pied droit. Le journal parle de la vie chère avec le taux d'inflation record au Cameroun, taux d'inflation record au Cameroun. Au pied gauche, le journal nous amène dans la région de l'extrême nord pour parler de la menace des chenilles sur les cultures. Un autre journal en kiosque, mesdames et messieurs, l'expression de ce jour parle des infrastructures urbaines de base. Le MINDU évalue les chantiers à Ngaoundéré. La descente du patron de l'habitat et du développement urbain du 22 au 23 février dans la capitale régionale de l'Adamawa rentre dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale, écrit le journal Expression de ce jour. Un autre journal en kiosque cet après-midi, c'est le journal Perspective d'Afrique qui nous retient à Ngaoundéré pour nous faire savoir que la patronne du développement urbain, Célestine Kecha Cortés, visite depuis hier les projets
des voiries structurantes inscrits dans le cadre du programme de développement des villes inclusives résilientes financé par la Banque mondiale. Ceci afin d'améliorer l'accès aux infrastructures urbaines de base et aux opportunités économiques. Continuons en kiosque avec un autre journal qui traite de cette actualité. C'est le quotidien qui écrit Ville inclusive et résiliente. Comment Paul Biya transfigure Ngaoundéré. C'est dans le cadre de la visite de travail du ministre Célestine Kécha-Cortés dans cette partie pays pour justement toucher du doigt l'évolution des travaux, une visite qu'elle a lancée depuis hier et c'est jusqu'à ce jour dans Ngaoundéré. Un autre journal en kiosque, mesdames et messieurs, c'est le journal Projection. Développement urbain, Paul Biya redonne vie à la ville de Ngaoundéré. C'est à travers le projet développement des villes inclusives et résilientes dans les régions du Cameroun que le projet porté par la ministre Célestine Kécha-Cortés se développe surtout à Ngaoundéré où la ministre de l'Habitat s'y trouve depuis hier pour toucher du doigt l'évolution des travaux. Et le journal au pied parle déjà du 8 mars avec les derniers réglages. Un autre journal en kiosque cet après-midi, l'expression qu'on a déjà eu à prendre à la une, qui traite également de cette descente de la ministre Célestine Kécha-Cortés à Ngaoundéré pour évaluer les travaux du chantier. Les travaux du chantier dans la capitale de l'Adamawa rentrent donc dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. On continue avec un autre journal en kiosque ce jour, c'est le quotidien Econews qui écrit « Commerce intérieur broye sur la hausse des prix ». Malgré les assurances du ministre du Commerce sur le maintien des prix d'avant-crise ukrainienne sur le marché, chose invraisemblable. L'Institut national des statistiques tire la sonnette d'alarme sur la poussée inflationniste observée avec le dépassement du seuil de convergence en matière d'inflation que peut encore le gouvernement. C'est une interrogation dont la réponse se trouve dans le journal Econews au niveau de la page 5. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Bunia. Bunia de ce jour nous parle de la zone industrielle intégrée du port de Kribi. Jeux et enjeux des 4 partenaires du port autonome de Kribi, Bolloré Africa Logistique, Tagemed et Chèque vont accompagner le port autonome de Kribi dans la mise en œuvre de ce projet. Bunia analyse donc pour faire justement comprendre les aboutissants, les jeux et les enjeux de cette mise en relief de ces structures. À lire, c'est en tout cas un dossier à lire au niveau des pages 6 et 7 du journal Bunia de ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est l'Info à chaud qui, au pied gauche, écrit après leur audition au CED, Messé et Koloko n'ont aucun lien avec le crime. C'est à lire au niveau de la page 5 du journal L'Info à chaud de ce jour qui, à sa grande une, écrit selon le G27 plus du SDF, gestion opaque de 90 millions de francs par Frundi. Il est dommageable que le SDF Adamawa, qui avait compilé les documents pour l'élection, n'ait pas pu faire passer sa liste faute de caution de 7 millions de francs CFA, malgré le fait que récemment, le président national John Frundi
a envoyé ses délégués décaisser plus de 90 millions de francs dans notre compte logé à Union Bank. Face à cette situation, nous nous réservons le droit d'engager une procédure pénale compte tenu de ce que ces fonds sont tirés du chapitre 94 du budget général de l'État. Il s'agit donc des derniers publics. C'est un extrait à lire dans le journal L'info à chaud de ce jeudi 23 février 2023. Un autre journal en kiosque, c'est Émergence qui s'attarde sur le Social Democratic Front. Le journal écrit à sa grande une: Jean-Michel Nietzsche traîne Frundi en justice. On se souvient depuis l'annonce de la non-participation ou alors candidature du président Nidjon Frundi au poste de la présence de ce parti. Michel Nietzsche n'a de cesse manifester son intention, et du coup on voit au sein du SDF deux camps qui présentement ne font plus bon ménage, et le journal Émergence de ce jour fait écho et s'appuie davantage sur Michel Nietzsche qui traîne Frundi en justice. Plus d'informations à lire dans le journal Émergence de ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est celui de Paul Ngouaré Kindi qui écrit: Université de Douala, un budget de 18 milliards 128 millions pour payer les dettes et mobiliser les infrastructures. C'est-à-dire au niveau des pages 2 et 3 du journal, qui au pied écrit Guy Alain Mouyema. Voici pourquoi le pain du 8 mars 2023 coûte 10 000 francs. Le délégué régional de la SICAM pour les régions du centre, du sud et de l'est, Guy Alain Mouyema, rassure l'opinion publique sur la disponibilité du pain et sur une production maximale dans les années à venir. C'est un entretien exclusif à lire dans le journal Réalité Plus de ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Éco Santé qui nous amène à l'hôpital général de Garoua. Professeur Amadou Mba, nouveau directeur général, c'est par décret présidentiel signé hier qu'il est porté à la tête de cette structure hospitalière spécialisée dans la neurologie. C'est une information majeure à lire dans le journal Éco Santé de ce jour. Un autre journal en kiosque avec la technique. On reste avec cette actualité dans la région du Sud Cameroun qui est en état de veille, parlant justement de la riposte à l'épidémie de Mambour. C'est une information à prendre justement au sérieux, et c'est à travers cette information sanitaire que nous revenons sur le plateau pour commenter, pour analyser avec nos invités de cet après-midi. Lucien, quelques-unes qui vous ont marqué? Naturellement. Je ne peux pas faire le tour comme toi, tu venais de le faire là à travers la revue. Il y a quand même quelques titres là, celui qui va sans doute constituer sinon le thème phare, la thématique phare, celui qui bat la une de Cameroun Tribune, où à travers la rentrée judiciaire qui a eu lieu hier, où on a notamment relevé, comme pour le déplorer, pas à notre corps défendant, on a relevé la sortie du premier président de la dite chambre, la Cour suprême, le haut magistrat Kobe, qui a justement relevé les dérives, j'allais dire, informationnelles, qui sont relevées dans les réseaux sociaux, à travers les différentes plateformes. Je vois à côté donc, de ce titre-là, celui du confrère Boyomo, Mutation, pour ne pas le nommer. Lui, il a plutôt titré « La presse en procès ». Ce n'était pas un procès contre la presse. C'est vrai que les réseaux sociaux font partie de ce qu'on appelle les nouveaux médias, la presse cybernétique,
Mais je pense que c'était plus qu'une interpellation, la sortie du président de la Cour suprême à travers la rentrée solennelle. Dire que la presse a un procès, je trouve que ce titre est un peu excessif. Celui du confrère de Mutation. Également le journal Eco News qui parle justement de la vie chère. Oui, il y a la vie chère. Vous savez qu'elle touche tous les segments de notre société. Tout le monde est concerné. Et vous savez que nous ne le dirons jamais assez. C'est une inflation qui est à la fois importée, mais aussi une inflation qui est prise en compte par les pouvoirs publics avec des moyens disposés par notre économie pour essayer de juguler, pour essayer de contenir et renforcer les capacités résilientes de notre économie afin de permettre à chaque Camerounais de pouvoir avoir accès aux services sociaux de base. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les économies dans le monde souffrent de cette inflation et cela permet aujourd'hui de se mobiliser et se dire que nous devrons activer tous les leviers de la production nationale, faire valoir nos atouts économiques et naturels afin de permettre à ce que notre pays soit de moins en moins dépendant des importations, surtout concernant certains produits. Voilà pourquoi l'année dernière, l'année passée en 2021, j'ai salué cette initiative du gouvernement du Cameroun de commencer par mettre 60% exigé à partir de 2023, 60% dans la commande publique des produits qui peuvent être fournis, voyez-vous, par les producteurs locaux. C'est déjà un bon ton à donner, c'est une impulsion nécessaire, c'est un plus, c'est un appui à ce qu'on a appelé l'impôt substitution afin de permettre non seulement aux producteurs locaux de pouvoir avoir accès au marché de la commande publique nationale, mais aussi d'encourager le reste de la population, le reste des administrations privées aussi à consommer, aussi les ménages à consommer localement, à consommer les produits du terroir et à faciliter les conditions de marché pour encourager l'entrepreneuriat local. Ça va nous permettre d'être de plus en plus résilients. D'aucuns disent que tout le monde n'a pas accès et on a véritablement besoin de soutien du gouvernement pour lutter âprement contre cette façon de gérer les produits qu'on cultive ou alors qu'on monte au Cameroun. Il faudrait un accompagnement concret du gouvernement. Effectivement, le gouvernement a tout intérêt à accompagner parce qu'il y va de la compétitivité de notre économie. Vous savez que pour parler de compétitivité, aujourd'hui, dans une économie aussi mondialisée que celle dans laquelle nous vivons, pour que vos produits soient compétitifs, il faut bien armer les producteurs locaux. Voilà pourquoi j'ai aimé un terme, on parlait des champions nationaux dans tous les secteurs au Cameroun. Et maintenant, cette politique d'encadrement et de fabrication des champions nationaux, on a essayé avec le plan triennal spécial jeune. Aujourd'hui, le président est obligé d'avoir un arrêt pour une évaluation de cette première phase qui aujourd'hui on peine à avoir réellement l'impact ou l'impulsion de ce programme-là dans la fabrication de la production locale qui peut compétir avec la production internationale. Parce qu'on ne peut pas fermer totalement nos frontières, comme on ne peut pas totalement les ouvrir. Maintenant, il faut que chaque État, comme ça se passe ailleurs, arme ses producteurs locaux pour que ces producteurs soient compétitifs, que leurs produits soient compétitifs. Vous voyez aujourd'hui, parfois on a des très bons produits localement, mais la conservation, la simple conservation fait défaut. On parlait de la farine locale aujourd'hui, mais la farine locale doit être utilisée ou conservée dans certaines conditions, dans certaines normes, parce que pour que cette farine-là arrive hors du Cameroun, puisse être consommée même au niveau national, il y a des normes de consommation, les normes de production, les normes de conservation et des normes de commercialisation qui sont instaurées et auxquelles le Cameroun a bien évidemment souscrit. Il faut donc que cette production-là soit encadrée et accompagnée par le gouvernement, parce que les producteurs locaux n'ont pas toujours
toujours les moyens nécessaires pour pouvoir conserver et proposer sur le marché national et mondial des produits qui peuvent compétir avec les autres produits. Donc le gouvernement, je pense que dispose de plusieurs leviers. Vous avez vu au niveau des prix, au niveau des taxes et autres, la politique de gestion des prix au niveau des marchés. Nous souhaitons toujours que le gouvernement puisse se armer et que les administrateurs, les administrations concernées puissent se armer tant au niveau de la formation, certainement dans le sujet nous reviendrons au niveau de la formation qui doit s'adapter à la nouvelle donne mondiale, mais aussi il faut même la main d'œuvre. Parce que quand vous voyez des marchés, je vois des marchés comme le marché Mokolo, combien de contrôleurs de prix vous avez qui sont en charge de ce marché-là? Si il va y avoir les 1/10 des commerçants comme contrôleurs de prix, il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui on a le matériel sophistiqué, la technologie nécessaire aujourd'hui pour pouvoir faire ce travail-là qui ne doit plus se faire qu'à la main? Parce que pendant qu'on fait à la main, les producteurs, parfois de la contrefaçon et de la contrebande, ont évolué, ont de la haute technologie aujourd'hui. Et il n'est plus nécessaire ou favorable pour nos administrateurs d'utiliser leurs anciennes. C'est tout cet ensemble de réflexions qui fait en sorte que parfois le produit est disponible, parfois c'est la spéculation, parfois c'est un jeu entre ces contrôleurs et les commerçants et le consommateur que nous sommes qui ne comprenons rien au milieu. Nous, on se retrouve à payer parfois le prix qui n'est pas le juste prix. C'est tout cet ensemble de choses-là qui font en sorte que nous puissions dire que le gouvernement a du pain sur la plage pour nous permettre aux consommateurs que nous sommes de pouvoir avoir accès à ces produits-là et à moindre coût. Maître Daouda, vous qui maîtrisez davantage nos frères de la diaspora et autres, aujourd'hui, on prône la politique d'import-substitution. Est-ce que c'est une politique qui peut véritablement marcher si localement on ne produit pas et les prix de nos produits sont par exemple mis à la disposition, votés au niveau du Camerounais moyen? Oui, vous savez, hein, moi je pense qu'il est plus que temps, n'est-ce pas, que nous arrêtions parfois de percer dans des théories qui ne construisent pas véritablement. À un moment donné, nous savons où se trouvent les problèmes. On les touche parfois du doigt. Il faut seulement qu'on s'organise un peu, n'est-ce pas, pour que ça s'envole, quoi, que ça prenne de l'élan ou de l'allant. Donc, à un moment dans ce pays, quand même, il y avait ce qu'on appelait, on avait une relative, c'est un mot qui me revient depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi, une relative autosuffisance alimentaire. C'est parce que nos producteurs étaient bien encadrés, c'est parce qu'ils produisaient effectivement, et l'État mettait suffisamment de moyens, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un minimum de stabilité sur le plan du PIB. Donc, aujourd'hui, ça paraît difficile de tenir le même dialogue parce que la réalité est controversante. Elle est assez difficile même à avaler parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, peine, n'est-ce pas, à se nourrir ou dit les choses à un niveau que tout le monde peut comprendre. Et qu'on soit amené à utiliser d'autres techniques, n'est-ce pas, import-substitution pour pallier à ce déficit-là. C'est une bonne chose, parce que nous sommes en pleine dans la mondialisation, comme le relevait quelqu'un, et nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas dans le monde, n'est-ce pas? Mais pour être dans le monde, il faut apporter ce qu'on a de soi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons en nous? Qu'est-ce que nous pouvons produire également pour compétir avec les autres? C'est là la véritable question. Donc, ma foi, comme j'essaie de le dire, il faut revoir, n'est-ce pas, notre politique à ce niveau-là. Nous avons les moyens, n'est-ce pas, pour nous en sortir. Nous avons même des atouts naturels pour nous construire. Je ne vais pas dire qu'il manque de volonté politique, elle est là aussi. Mais il faut que sur le plan pratique, chacun y mette du sien, afin que ça puisse décoller véritablement. Voilà. Martial, est-ce qu'il y a un autre journal qui vous a marqué à travers sa une, ou peut-être l'information majeure? Oui, l'information sur la descente du Mindu
dans la capitale régionale de la Il y a Damawa. plusieurs journaux qui ont titré sur cette dessin. Oui, une ville que j'affectionne particulièrement, Ngaoundéré, dans laquelle je passe beaucoup de temps. C'est une ville dont, vous savez, c'est une information qui m'a beaucoup plu parce que la voirie municipale ou la voirie urbaine de cette ville-là était devenue calamité, catastrophique. Vraiment, je ne sais pas où c'est parce que de plus en plus, nos adversaires politiques ont eu à nous battre sur ce terrain-là, ils ont pris ces municipalités et je ne vois pas beaucoup de choses avancer de ce côté, surtout en termes d'entretien de la voirie. C'est terriblement grave. Je ne sais pas s'il y a une autre capitale régionale qui a une voirie aussi désastreuse que celle de la Damawa, Ngaoundéré. Et avec ce programme national, je crois que ça va aider à pallier les faiblesses de nos adversaires politiques qui détiennent cette ville-là, qui la gèrent et qui gèrent plusieurs municipalités de ce côté et qui depuis un bon bout n'arrivent pas toujours à satisfaire les populations en termes de développement. Donc c'est aussi l'occasion pour moi, pour ces populations de Ngaoundéré, pour moi ce matin de leur dire de confier le destin de leur ville et de leur municipalité entre les mains. On est en campagne ici. Non, cher René, vous savez, c'est un constat, Cria. Quand vous arrivez là-bas, vous constatez que on le dit souvent vraiment, lorsque la route passe. le développement suit. Et c'est une réalité. Vous savez pourquoi je le dis? Je le dis parce que, vous savez, chaque fois quand on veut faire le bilan dans ce pays, quand on dit 40 ans, on a tendance à penser que la seule organisation politique qui a le bilan à faire devant le peuple camerounais sur le RDPC, mais que non, voilà une réalité dans cette ville-là. Est-ce que les autres communautés, j'allais dire, les autres villes, départements ou alors communes dirigées par les responsables de votre parti sont nettement mieux? Je vous demande de comparer Ngaoundéré à l'époque de la gestion du RDPC et Ngaoundéré à l'époque de la gestion de notre adversaire politique là-bas de ce côté, vous verrez la catastrophe. Parce que lorsque le délégué du gouvernement était nommé, à l'époque, le délégué du gouvernement était nommé par décret présidentiel. Bon, c'était un camarade politique qui était à la tête de cette municipalité, à la mairie de la ville, y compris les croix. Les croix mairies d'arrondissement étaient acquises et gérées par le RDPC. Les voiries, les travaux, les réalisations que nous avons laissées en tant qu'organisation politique et gérées, ces réalisations sont dévastés aujourd'hui par nos adversaires qui ont pris et qui, curieusement, parce que le peuple camerounais n'a pas la culture de demander des comptes à chaque organisation politique qui gère sa municipalité. Le bouc émissaire et le responsable le plus facile, c'est le RDPC. Tout le monde dit 40 ans, vous avez fait quoi? Regardez nos villes. Pourtant, à la gestion de leur collectivité, on a dit le développement part désormais du bas vers le haut. Les populations doivent avoir la culture de la contribution et la culture de la reddition des comptes à leurs responsables municipaux. Et je crois qu'en Ngaoundéré aujourd'hui, le plan national, impulsé encore une fois de plus par la vision du RDPC. Vous avez un candidat de ce côté-là? Non, nous avons la liste. Nous avons une liste pour les sénatoriales et nous comptons reconquérir toutes ces municipalités afin de donner enfin le développement à toutes les populations de la Damawa. Davantage peut-être à partir de lundi dans le cadre de l'émission spéciale sénatoriale 2023. Lucien, vous voudriez intervenir. J'ai observé votre sourire lorsque Martial Bessala du RDPC essayait de nous convaincre avec la politique du RDPC. Naturellement, on ne peut pas laisser dire tout ce qu'il a dit, parce que c'est un discours purement politicien. Et quand vous savez qu'avec les politiciens, il faut toujours s'attendre à l'équilibrisme. Les politiciens disent toujours le contraire de ce qu'ils font, et ils font le contraire de ce qu'ils disent. Alors, une fois j'ai dit cela, je ne voudrais pas que cette caricature de la ville de Ngaoundéré soit mise en avant comme étant la résultante de la mauvaise gestion des partis opposés au RDPC. Je pense que même ici, dans la cité capitale où nous émettons, où nous sommes, l'état de la voirie urbaine n'est pas des plus stables, n'est pas des plus attrayants. Donc, Ngaoundéré, peut-être aujourd'hui, comme il semble bien connaître cette municipalité, cette ville,
Ngaoundé est peut-être dans cet état de délabrement aujourd'hui, mais si vous approchez les responsables locaux des partis qui gèrent cette municipalité, ils vont vous dire que le plus souvent, ils n'ont pas l'accompagnement du ministère du développement urbain et de l'habitat. Parce que, soit dit en passant, il y a un certain nombre d'interventions, aussi bien en amont qu'en aval. Donc, dire tout simplement que la gestion d'une municipalité relève de la gestion d'un parti politique, c'est un peu trop dire, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'interactions. Parfois, c'est le ministère de l'Habitat et du développement urbain qui doit intervenir, parfois, comme on appelait jadis le ministère de la Ville. Donc, il y a également aussi les municipalités qui n'ont pas de moyens. Avec quels moyens cette municipalité. Je ne suis pas en train de jouer l'avocat de ces partis, mais je trouve que le responsable du RDPC sur ce plateau, il se la vend un peu trop cher. Donc, il est en train de prêcher pour sa paroisse en nous disant que sans eux, après eux, c'est le déluge. Je pense que ce n'est pas toujours cela. Donc, c'est la précision que j'ai tenue à relever dans les propos, j'allais dire propagandistes, parce que là, on se sentait déjà en pleine campagne. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas laisser dire ça. Et il nous a rassurés, c'est après la réunion de ce soir que vous commencez avec... Et là, comme nous attendons, comme nous sommes un parti légaliste, nous attendons à partir de samedi, vendredi soir à minuit, pour commencer la campagne effective. Donc, on m'a même posé des questions. Maître, est-ce que le RDPC a même besoin d'une campagne? Voilà, c'est là où j'allais peut-être prendre le pied ou le pas pour dire qu'il n'y a véritablement pas d'enjeu. Quand vous voyez comment les choses sont configurées, je pense que la latitude de nos chefs de l'État de désigner 30 sénateurs, ça en dit plus. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, dans le fond, il n'y a pas de combat véritable quand on regarde comment les choses sont dessinées. Et donc, les conseillers régionaux, la plupart sont du RDPC. Et donc, c'est un vote indirect. On sait très bien qui vote et on sait à quoi s'attendre. Il n'y aura peut-être pas de miracle, à moins que... nous sommes dans ce qu'on appelle l'approbation diabolique, c'est-à-dire la preuve de l'impossible. Dont les dés sont jetés, nous savons à peu près à quoi nous attendre, et il n'y a même pas de risque de surprise. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a encore les 30%, n'est-ce pas, qui leur seront dévolus au moment où il faudra partager. Et ça, c'est la discrétion du chef de l'État. Je voulais rebondir, si vous permettez, vous ne m'avez pas posé cette question, sur une autre actualité, et que j'ai vu passer d'ailleurs, il y a le journaliste qui est revenu là-dessus, en parlant de la rentrée judiciaire, n'est-ce pas, de la Cour suprême. Il faut dire que c'est une tradition, n'est-ce pas, que chaque année, d'ailleurs c'est la loi 2006, 076, du 29 décembre 2006, qui précise en son article 33, alinéa 1, que effectivement chaque année, avant le 28 février, n'est-ce pas, il y a une audience solennelle, n'est-ce pas, qui est prévue à cet effet et qui en fait oriente, n'est-ce pas, et qui augure de ce que serait l'année judiciaire, n'est-ce pas, en ce qui concerne la Cour suprême. Le premier président, n'est-ce pas, est là, le procureur général également, et il y a tous les autres invités, c'est la raison pour laquelle elle est solennelle. Dans les grands corps de l'État, vous savez, la diplomatie qui est là, le Premier ministre qui est là, qui est représenté. Il me souviens même qu'à une époque, dans ce pays, le président de la République assistait souvent à ce genre d'audience solennelle, pour vous dire que c'est un signal très fort, n'est-ce pas, dans ce cas. Et généralement, il ne faut pas être surpris, ce n'est pas la première fois, il y a toujours des thèmes. Donc ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des thèmes. Ils ne vivent pas en marge de la société. Donc, des thèmes sont bien ciblés. Si aujourd'hui on a fait référence aux réseaux sociaux, d'ailleurs c'est revenu il y a 3 ans, d'une autre manière,
Après, il y a eu les décisions de justice qui tardaient à être exécutées. Mais c'est beaucoup plus ambiant par rapport peut-être à l'actualité, n'est-ce pas? Et puis, je pense qu'il y a eu des réquisitions faites par le procureur général et maintenant le Premier Président a donné le temps. On en parlera davantage au niveau de la troisième partie de l'émission. Il y a environ un peu plus de 24 heures, en tout cas, nous avons appris avec beaucoup de regrets qu'une autre dame de la diaspora en séjour au Cameroun a été poignardée à mort encore. On parlait du poison depuis 2021. Aujourd'hui, on parle d'agression. Est-ce qu'on devrait se méfier de ses frères camerounais lorsqu'on est en séjour dans son propre pays? Non, il serait difficile de conclure ainsi. On a juste, on déplore cela. Moi, particulièrement, je le déplore, c'est-à-dire des Camerounais de la diaspora. Et c'est pas nouveau aujourd'hui qu'ils reviennent au pays. Donc la dame dont vous avez parlé, qui a été retrouvée morte avec des impacts sur le corps, des impacts de couteau, selon les sources que nous avons consultées. On peut tout simplement mettre cela dans la rubrique de l'insécurité. Je pense que tous les services de sécurité sont plus que jamais interpellés pour résorber, pour maîtriser cette insécurité ambiante dans laquelle nous nous retrouvons. Il n'y a pas que le cas de la dame retrouvée vers l'autoroute Simalé, qui vivra en Europe. Il y a également une autre dame qui est portée disparue à Edea et dont on a retrouvé les habits. Il y a également une autre dame à Kribi qui a également subi pratiquement le même sort. Je pense que c'est une interpellation. Où sont passés nos services de sécurité? Est-ce que la sécurité des hommes et des biens est garantie comme nous le stipule le slogan de la police, au service des hommes et des biens? Est-ce que la sécurité des Camerounais est garantie au moment où nous on parle? Puisque ça commence à devenir banal. Retrouver le corps sans vie, gisant dans un coin de la rue. Et il y a certainement, comme pour emprunter à son expression, le gouvernement a là, les services de sécurité ont là du pain sur la planche. Il faut tout faire pour que les Camerounais soient en sécurité partout où ils se trouvent. Qu'ils viennent de l'Europe, qu'ils soient en transit au Cameroun, ou alors qu'ils soient tout simplement de passage, on devrait se sentir en sécurité partout où on se trouve. Parce qu'au regard de cela, on se dit, est-ce qu'en sortant même de ce studio, est-ce que nous sommes encore en sécurité? C'est toute une problématique. Je crois que c'est des questions essentielles. Vous savez, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Donc, nous ne devons pas nous lasser, en tant qu'hommes de médias, à nous poser cette question. Où est passée la sécurité? Comment faire pour relever le défi sécuritaire? Comment faire pour assurer la sûreté et la sécurité à tous? Voilà. Malheureusement, il y a d'aucuns qui négligent parfois les autorités en charge de la sécurité. Vous avez vu très récemment avec les éléments de la délégation générale à la Sûreté nationale qui se sont fait violenter par certains Camerounais. Pourtant, on devrait respecter ces hommes. Vous savez, là, on a un très bon sujet sur la table, mais beaucoup en font toujours un mauvais traitement. Parce que s'attaquer comme ça, tout de go, au service chargé d'assurer notre protection, ça pose le problème. Parce que on a comme l'impression que c'est beaucoup plus un challenge, parce que ça s'observe souvent lors des contrôles routiers, où vous voyez parfois c'est un passager à bord et non le chauffeur qui est interpellé par un agent de police. C'est plutôt un passager qui réagit en disant que vous dérangez les gens avec vos 1000 francs que vous voulez là. Donc lorsque celui-là réagit ainsi, lorsqu'on s'attaque à un homme en tenue, à un homme qui est censé assurer notre protection, et il y a là un problème éthique, un problème moral, un problème civique qui se pose.
un problème d'éducation, pour tout dire. Comment amener les Camerounais, comment amener les concitoyens à comprendre qu'ils ne sont pas là pour nous faire du mal, mais ils sont plutôt là pour notre bien. Donc, s'attaquer à un élément de police, s'attaquer à un gendarme, s'attaquer à un militaire, je pense que c'est une attitude à décrier, c'est un comportement vraiment à fustiger. Peut-être on devrait peut-être avec vous, Bessala, revenir sur les causes. On parlerait d'une simple jalousie pour qu'un être humain mette le poison dans le verre de son frère ou de sa sœur ou d'un ami venant de l'Occident. Et que ce soit la méchanceté, que ce soit la jalousie, ce sont des éléments qui existent, qui sont aussi vieux dans l'existence que le monde lui-même. Et donc maintenant, vous savez que nous sommes dans un environnement de plus en plus où des valeurs, il y a un renversement de valeurs dans notre société, où aujourd'hui le modèle n'est plus le modèle qui devrait être, où les critères de réussite ont été renversés, où aujourd'hui, vous savez, il n'est plus facile, ou de la réussite même si elle est justifiée, elle devient suspicieuse. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un environnement comme celui-là, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle une crise de socialisation, tout simplement. Et lorsque vous êtes en pleine crise de socialisation, alors n'attendez pas à observer ou à analyser les phénomènes ou les éléments comme dans une simple logique de socialisation. Non du tout. Il faut creuser, il faut reformer la socialisation camerounaise, il faut la redéfinir et l'adapter au nouvel environnement national et international. Aujourd'hui, il faut que la famille reprenne sa place, il faut que l'école reprenne sa place, il faut que les modèles sociaux redeviennent des modèles. Aujourd'hui, il faut que l'élite, la vraie élite, redevienne la vraie élite. Aujourd'hui, l'élite n'est plus simplement vous qui pouvez tenir le phare, vous qui pouvez tenir le lampadaire, vous qui pouvez éclairer pour que ceux qui peuvent s'inspirer de vos comportements, de vos attitudes ou de votre cheminement pour la réussite, la vraie, puissent vous suivre. Aujourd'hui, l'élite, c'est celui-là qui, parfois, par des moyens et des chemins non traçables, a pris un avion, est revenu, on ne sait pas comment il s'est enrichi. Bon, d'ailleurs, l'euro et le dollar sont, lorsque vous les conversez en France, vous pouvez facilement être riche. Donc, c'est pour certains. Alors, lorsque vous revenez, donc, certains ont comme l'impression que vous avez pris leur place. Ils dégagent et nourrissent et des jalousies, et des rancœurs, et de l'aigreur, de la frustration et autres. La solution étant que chacun puisse avoir, dans des conditions que l'État du Cameroun, la République, redevient Respublica, c'est-à-dire la chose de tous, et puisse donc garantir à chacun les capacités d'avoir son minimum, de telle sorte que je n'ai pas à envier le beau costume de Pierre Bénard quand il y a la télé, pour que lorsqu'on va se retrouver au bar le soir, il n'ait pas la possibilité de boire sans fermer son verre, parce que je me dis qu'il a pris ma place à la télé, parce que lui et moi étions à l'université, il est devenu brillant journaliste, et moi aujourd'hui je peine toujours à devenir ce que j'ai voulu être. Donc, c'est tout cet ensemble de choses-là qui fait en sorte que si nous puissions établir un état de justice sociale, un état d'égalité, bon, l'égalité n'existe certainement pas dans ce monde, d'équité tout au moins, de telle sorte qu'on puisse soutenir ceux qui n'ont pas eu la chance dès leur naissance d'avoir la possibilité d'avoir un avenir tracé, d'avoir des politiques sociales qui puissent nous permettre à chacun aujourd'hui de pouvoir avoir le minimum. Lorsqu'on travaille, qu'on ait un salaire qui puisse nous permettre de vivre. Lorsqu'on ne travaille pas, qu'on puisse avoir la chance un jour aussi de faire bouillir la marmite. C'est tout simplement ça. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir cet après-midi sur le plateau un homme de droit. Notre cher avocat Daouda, dans une telle situation, à quoi s'attendre? C'est lui qui ôte la vie à un Camerounais, 6 par mégate, et après investigation policière, à la fin des enquêtes, on se rend compte de ce que c'est telle personne qui a empoisonné un frère. Est-ce qu'il
possible qu'il soit gardé dans des geôles de la justice? C'est ça le principe de la justice sociale. Il faut un minimum d'équité, donc un minimum de sanctions. Dans un pays où il n'y a pas de sanctions, ne vous attendez pas à grand-chose. Je crois que la justice, c'est le fondement même du développement. Si au niveau de la justice, qui est censée être sourde et aveugle, elle a des yeux à ce moment-là où elle entend, alors attendez-vous à toute forme de dérive. Et je crois que c'est la situation malheureuse que nous vivons un peu actuellement. Je ne voulais pas dire que les magistrats ne font pas leur travail dans l'ensemble. Ce sont des gens très bien formés, qui travaillent avec les moyens qu'ils ont et qui travaillent peut-être même très bien. Mais n'oublions pas également qu'il y a ce levier politique qui, de temps en temps, vient troubler la tranquillité, n'est-ce pas, du travail. Ça paraît extraordinaire, ce que je dis. Mais dans la réalité, on peut le comprendre, vous savez. Donc, ayant dit cela, je dirais qu'il y a le principe de la responsabilité en général. Lorsque vous commettez une exaction, une infraction, contravention, vous devez payer. On doit vous sanctionner. Ça, c'est la règle. Mais maintenant, si on déroge à cette règle, ça va à volo. C'est la raison pour laquelle nous voulons une justice forte, une justice qui anticipe, une justice qui rassure la population. Voyez-vous? Et pour qu'elle soit plus efficace. C'est en fait de cela qu'il s'agit. On a parlé de pas mal de cas ici. Vous pensez que si vous êtes peut-être, vous commettez une infraction, je prends l'exemple d'un crime, parce que la peine de mort est encore reconnue au Cameroun, vous savez, mais elle n'est peut-être pas appliquée. Ça fait très longtemps qu'on ne l'applique pas. Et qu'on l'applique avec la dernière rigueur de la loi, parce que la loi également est pédagogique. Vous pensez que celui à qui on applique cette peine et celui qui regarde ça, il va peut-être le faire encore? Je ne pense pas. Donc, il y a également ce volet pédagogique de la sanction qu'il faut mettre en exergue. Mais quand on prend quelqu'un qui a tous les moyens et qui essaye par tous les moyens de se substituer à la justice, parce qu'il est fort, vous croyez que l'autre, faible, qui regarde ça, ne va pas céder à cette tentation, peut-être à ce raccourci, de faire comme l'autre, qui, avec les moyens qu'il a eus, a échappé peut-être à... Je suis vraiment dans l'absolu, hein, pour dire les choses comme ça, a échappé à la justice. Donc il faut que le pouvoir de la sanction, n'est-ce pas, prenne corps dans notre pays. Et je pense que par là également, on a pris l'exemple du policier, n'est-ce pas, qui investit du pouvoir de sécuriser les gens parce qu'il porte la tenue. Déjà la vue, n'est-ce pas, de cet uniforme-là devrait être un motif d'accalmie pour celui qui ne la porte peut-être pas à ce moment-là, et même s'il a d'autres casquettes. Et donc ça passe par l'éducation aussi. Ça passe par un minimum de choses, vous savez. Sans vous couper une sortie du sujet, est-ce que juridiquement, il est possible pour quelqu'un qui est présenté comme le coupable d'un crime de demander pardon sur le plan juridique et que ce pardon lui soit accordé? Oui, pas accordé. Le pardon existe. Parce qu'à un moment donné, dans les procédures, il peut arriver un moment, on vous demande votre assentiment. Vous pouvez demander pardon pour ce que vous avez fait. Mais pour autant, ça ne vous décharge pas de la peine ou bien de la sanction par rapport à l'acte que vous avez posé. La peine peut être dans ce cas léger? Oh, là encore, ça dépend de beaucoup de paramètres, vous savez. On tient compte de beaucoup de choses. La qualité de délinquant primaire, si vous n'avez jamais été en prison, si il y a beaucoup d'aspects. Mais généralement, on n'échappe pas, n'est-ce pas, à l'acte qu'on a posé. Il peut y avoir des petites choses. C'est pourquoi on met toujours ce qu'on appelle le quantum de la peine. C'est-à-dire il y a une fourchette dans laquelle on peut
en fonction de la conviction du juge, parce que le juge juge selon la loi et sa propre conviction, voyez-vous. Donc, vraiment, il y a, pour dire simplement les choses, je crois qu'il faut un minimum d'éducation. Un pays qui veut aller loin, qui veut se construire, doit insister sur l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui forge l'être humain, même devant la loi. Voyez-vous, parce que nous sommes tous le produit d'un environnement. Et s'il y avait un minimum qui se faisait, on respecte le journaliste parce qu'il a encadré dans ce champ-là et qu'il peut dire certaines choses. Et il faut qu'il reste lui-même dans le sens de sa déontologie pour ne pas, n'est-ce pas, empiéter sur l'autre. Il faut que chacun reste à sa place à un moment donné. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on a l'impression que ça va parfois dans tous les sens. Les journalistes qui deviennent des juges, voyez-vous, et les juges qui veulent pas se laisser piétiner par les journalistes, à un moment donné, ça devient un problème. Donc, on n'a pas assez peut-être de temps, parce que j'aurais voulu développer davantage par rapport à la sortie du premier président de la Cour suprême. Mais c'est tout comme. En parlant, par exemple, des réseaux sociaux. Moi, j'ai commis un article il y a quelques années, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, qui a été, à ma grande surprise, choisi pour être une épreuve en première industrielle, technique, de français. Parce que j'attirais déjà l'attention sur le phénomène des réseaux sociaux. N'est-ce pas, sur la dérive des réseaux sociaux. Oui, on peut lancer des alertes. Peut-être avec la technique, on est déjà dans le sujet sans transition. On prend la thématique, Monsieur Ledoux, on peut prendre directement la thématique sans transition, on continue. D'accord. Donc c'est vraiment un problème sérieux, voyez-vous. Parce que s'il faut parler du comportement dans les réseaux sociaux, qui est virtuel, parce que c'est chacun qui prend un téléphone et se permet de dire ce qu'il pense. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a même des penseurs qui ont dit des choses plus difficiles par rapport à cela. Les réseaux sociaux ont généré une évasion d'imbéciles qui, au départ, ne parlaient que dans les bars. Vous voyez la confusion, la cacophonie que ça peut faire, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas un mandat, n'est-ce pas, pour dire certaines choses. Mais ils le font quand même. Mais seulement, il faut remarquer également qu'elle a porté beaucoup. Parce qu'il y en a qui se débattent dans les réseaux sociaux pour glaner, ou bien du moins pour pouvoir colmater les brèches pour se faire une idée des informations. Peut-être parce que les médias au classique, également, la plupart du temps, ils ont un éditorial bien bétonné que tout le monde peut-être sait d'avance, ne leur donne pas la possibilité, effectivement, d'avoir l'information. Maintenant, par rapport à la justice, il faut dire qu'il y a quand même un principe directeur du procès, qui est le principe, celui de la publicité des débats. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Ça fait partie des 5 principes directeurs du procès. C'est ouvert, la justice. Lorsqu'il y a une audience, le public est admis, naturellement. Le procureur de la République a véritablement épilogué sur ce thème. Mais dans d'autres cas, on voit les barreaux qui sont fermés à certaines catégories de personnes. Non, je vous dis qu'il y a un principe directeur des procès. Ça, c'est la loi qui le dit. Autrement dit... Donc vous pouvez accéder à toutes les audiences. C'est ouvert en principe. Sauf, bien sûr, il y a des audiences où c'est à huis clos. Ça, c'est dans un autre cadre. Mais en général, la justice est ouverte. Les portes ne sont pas fermées. Elles ne sont pas fermées. Maintenant, le problème, c'est... il est strictement interdit, n'est-ce pas? Voyez-vous, ça paraît logique de commenter les décisions de justice, parce qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours, n'est-ce pas? Et il y a des mécanismes pour le faire. Donc, ce qu'on voit généralement, c'est que la place publique, n'est-ce pas, s'érige en juge. Et c'est ça qui fait parfois problème, n'est-ce pas? Et qui parfois influence l'opinion. Qui à un moment donné, vous savez, la justice a ses moyens, la justice a sa manière de faire. Donc, en principe, elle n'est influencée par rien. Donc, mais on a souvent vu, et c'est un constat malheureux, que quand vous êtes présumé innocent, vous devenez en général présumé coupable.
Donc il y a un distinguo également qu'il faut faire à ce niveau. Peut-être parce que la justice ne communique pas, elle est muette. Et donc c'est dans le secret de l'information qu'elle agit. Donc pour dire simplement que il faudrait que chacun sache, proportion gardée, faire la part des choses. Et c'est bien d'attirer l'attention des uns et des autres. Sur la question. Lucien, faut-il avoir peur des réseaux sociaux? Du tout, parce que nous devons vivre notre temps. Nous devons vivre avec les artifices de notre temps. Nous devons vivre avec les outils de notre époque. Donc les réseaux sociaux font partie des excroissances, j'allais dire, de notre temps. Donc quand on parle des réseaux sociaux, on voit les médias sociaux. C'est chacun qui a sa page, c'est chacun qui devient blogueur. Donc à partir des blogs, à partir des pages Facebook, Instagram, et que sais-je encore, il y a toutes ces plateformes numériques que vous connaissez, vous et moi. Donc à partir de là, on ne devrait pas en avoir peur. Mais c'est beaucoup plus de l'usage dont il faut avoir peur. Comment nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui? Vous savez, avec les médias sociaux, avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui devient journaliste. Donc, on a l'impression que notre sphère, la sphère médiatique, a des vannes un peu de partout. Donc, c'est chacun qui s'y engouffre. Et c'est là où le bas blesse. Vous avez, par exemple, depuis le déclenchement de ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler l'affaire Martinez-Zogo, vous voyez comment ça jase dans les réseaux sociaux. Presque toutes les 10 minutes, il y a entre guillemets une nouvelle actualité relativement à cette affaire-là. Tantôt on va vous dire que non, c'est sa deuxième femme, c'est sa troisième femme de X qui est amenée, c'est le cousin de Y qu'on a déjà pris, et c'est les vidéos qui tournent déjà en boucle, c'est cela. Donc, ce que j'ai même déploré, c'est que, relativement à cette affaire, Reporters sans frontières, qui est une organisation respectée et respectable des journalistes pour défendre leurs droits. J'ai vu comment le responsable des enquêtes de cette structure pour laquelle j'avais assez d'admiration, il s'est fourvoyé en donnant Urbi et Orbi les noms de certains hauts responsables de l'État du Cameroun. Et rien n'a été fait jusqu'ici, ni par le ministère de la Communication qui a autorité, ni par la voix de notre ministère des Affaires et des Relations extérieures. Je crois qu'on aurait dû saisir Reporters sans frontières en lui disant « ce n'est pas comme cela ». Donc il n'appartient pas aux journalistes de faire le relais de ce qui se passe dans les prétoires, dans les salles d'audience. Justement, parlant sous le contrôle de Maître, Maître a dit tantôt que la justice fonctionne avec ses moyens. La justice a ses méthodes de travail. Alors, il n'est pas recommandé aux journalistes, parce que je suis chroniqueur judiciaire, d'aller m'asseoir sur un plateau de télévision ou d'aller dans ma rédaction de la presse écrite ou de radio, commencer à dire que relativement à l'affaire X contre Y, voici ce que le juge a dit. Ou alors le juge a mal compris cela. Parce que là, nous sommes déjà en plein dans le commentaire. C'est vrai, on dit en journalisme, qui est notre maison, toi et moi, que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Mais là, pour ce qui relève du domaine judiciaire, les commentaires ne sont même pas autorisés. Les commentaires ne sont pas permis. Nous ne devons rien commenter. Parce que, surtout lorsqu'une affaire est encore en instruction, nous ne devons rien. Nous devons souffrir de ne rien dire. Nous devons garder nos langues prisonnières. Mais, il y avait la déferlante qu'on a aujourd'hui. On assiste vraiment à une situation... Un capharnaüm. Un capharnaüm, merci pour l'expression, où on a tout dans tout, et finalement, rien dans rien. On ne sait pas qui informe. Martial Bessala, est-ce que ce n'est pas un peu de trop, surtout ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, où on ne sait qui dit quoi, qui fait quoi, qui
qui est finalement le journaliste pour donner certaines informations. On se retrouve dans des enquêtes policières, on diffuse n'importe quelle information. Est-ce qu'on ne devrait pas contrôler ces choses-là? Oui, nous sommes confrontés à la réalité de l'accélération, la vitesse de la superposition entre le monde réel et virtuel, tout simplement. Et cette superposition-là, qui doit cohabiter, devra permettre à ce que les deux mondes évoluent au même rythme et que l'État puisse être l'arbitre central de la vitesse de ce déclenchement, puisqu'il est quasiment aujourd'hui impossible d'arrêter encore les réseaux sociaux. C'est une réalité de ce monde. Mais maintenant, comment les États s'organisent-ils pour essayer de faire en sorte que les réseaux sociaux qui diffèrent d'Internet, parce qu'il faut dire qu'Internet n'est pas forcément les réseaux sociaux ne sont pas forcément Internet, il faut bien différencier. Maintenant, les réseaux sociaux qui constituent cet ensemble d'applications qui permettent de faire interconnecter un ensemble, une foule de personnes, réelles ou virtuelles, qui aujourd'hui fait en sorte que l'État soit toujours pris de court, beaucoup d'États, ce n'est pas simplement le Cameroun, soit pris de court par l'évolution et l'organisation sociétale qui se vit dans ce monde virtuel-là. Vous allez donc observer que dans ce monde-là, il n'y a pas un cheminement comme dans le monde réel où on sait que tel est journaliste, voilà son organe de presse, voilà son ligne éditoriale, voilà son siège, voilà sa responsabilité, voici ses faits d'âme, voilà sa vision, voilà où il va, voilà où on peut le trouver, voilà comment faire pour s'agresser à cette personne. Dans le monde virtuel, c'est tout autre chose, où vous n'avez pas besoin de sortir d'une école de médecine pour venir et dire que vous soignez 1000 maladies. Vous n'avez pas besoin d'être le banquier. Vous avez même vu des gens vous dire qu'ils sont les multiplicateurs d'argent. Vous avez même vu, on a réussi à dupliquer. C'est une duplication du monde. Vous avez des gens qui vous disent qu'il y a une monnaie comme celle que nous utilisons pour payer un taxi, et quelqu'un vous dit qu'il y a une autre monnaie qui n'existe nulle part, que vous n'allez pas détenir, mais donc sur le plan virtuel, vous faites que milliardaire virtuellement, et que dans le réel, vous n'avez pas d'argent. Vous faites prendre, ils ont même réussi à tirer les capitaux réels pour les transformer en virtuel, en escroquerie. Donc, il faut faire très attention, c'est une menace, c'est un grand danger. Quand vous avez une institution comme la Cour suprême, qui est l'une des grandes institutions au sommet de l'État du Cameroun, et qui incarne le pouvoir judiciaire, prendre cette position-là en se disant attention, 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 nous sommes en train de sombrer. Si on s'amuse dans le monde réel, il y a un monde virtuel qui a dupliqué, carrément, qui a photocopié, pour qu'on nous comprenne bien à la maison, le monde réel, et qui est en train de tirer la vie vers le virtuel et transformer la vie réelle en une calamité où vous pouvez être dans le monde réel, être détruit par le monde virtuel. Lorsque l'aîné parlait des articles, 10 minutes après, on lit, mais c'est des familles qu'on détruit. Il y a des gens, vous avez vu, qui sont réveillés un matin et ont découvert, étant assis dans leur salon, qu'ils étaient morts. Mais moi, je connais des gens qui sont réveillés un matin, ils prennent son téléphone, ils lisent qu'il est mort. Vous voyez des gens, ils se réveillent un matin, ils lisent que lui, il n'est plus, comme on dit, mais il est autre chose. Et tout cet ensemble de choses, c'est des familles qui sont détruites. Et je connais des enfants qui ont fui les établissements parce qu'on a publié sur les réseaux sociaux que leurs parents étaient d'une moralité très douteuse. Et leurs camarades ont dit, on a lu que ton père est ceci. Des enfants ont même peur de retourner à l'école, par exemple. On a vu des épouses qui ont quitté des foyers, on a vu des familles détruites, on a vu des gens perdre leur poste, et que par la suite, on s'est rendu compte que ce n'était que des fabrications. Donc, il faut faire très attention. Voilà pourquoi le président de la Cour suprême, lorsqu'il prenait la parole hier, il a interpellé tous les collaborateurs, tous les responsables de la formation jusqu'au rendu de la justice, tout ce personnel et les auxiliaires, de se mettre à la page. Parce que le monde virtuel est très avancé apparemment par rapport au monde réel. Et la justice est aujourd'hui pris de court parce que le monde virtuel prend du pas, où on a installé des tribunaux virtuels, on a photocopié la justice,
et au niveau du virtuel, les gens rendent des décisions là-bas avant qu'on ne montre le réel. Et on ne peut pas savoir qui est magistrat là-bas, puisque c'est le virtuel. On ne peut pas l'attraper, l'arrêter. Et il faut aussi que, vous avez des organismes aujourd'hui comme l'Antic. Le président de la République a créé un organe qu'on appelle l'Antic, qui est en réalité l'équivalence de ces organes d'intelligence au plan international qui essayent de savoir qui publie quoi et qu'est-ce qu'on peut limiter. Et je crois qu'il y a une vaste réforme aujourd'hui entre le ministère de la Communication, le ministère des Postes et des Télécommunications pour essayer de mettre sur pied un système de filtrage automatique de certaines publications, de certaines choses que les gens mettent sur le net pour qu'on essaye d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, les rattraper, parfois on les rattrape quand ils ont déjà fait tellement de dégâts. Donc il faut mettre en place ce mécanisme-là. Et il faut aussi que la justice moi, j'ai aussi eu un sentiment hier que c'est la justice. Nous, on compte sur la justice pour nous stopper ça et nous arrêter ça ici, là, maintenant. Mais si c'est la justice aujourd'hui qui, comme j'ai suivi hier le président, j'avais envie de lui demander, mais monsieur le président, nous sommes au quartier, nous avons besoin que vous nous arrêtez ça, puisqu'il y a des textes, il y a des lois, vous avez des instruments. Il faut que vous vous mettiez à la page. Parce que quand vous voyez dans quelles conditions les enquêteurs camerounais travaillent encore, vraiment, on veut bien comprendre, mais il faut qu'ils se mettent à la page. Est-ce que les formations qu'on donne aux policiers, il y a une vague de recrutement actuellement, j'espère que la DGSN, la gendarmerie et autres vont faire en sorte qu'au sortir de cette école, nos policiers soient de bons informaticiens. Il est quand même aberrant de voir aujourd'hui un jeune policier qui n'arrive pas à utiliser un appareil informatique. Il y a un problème. Il va falloir qu'il soit formé, qu'il soit update, qu'ils soient des hommes et des femmes qui peuvent mener des enquêtes, qui peuvent utiliser même le dernier GPS le plus sophistiqué, la dernière sortie, de pouvoir craquer, de telle sorte que nous ayons ce corps judiciaire-là qui est capable de faire face à tous ces hackers, de ces cybercriminels, de ces gens qui détruisent la société, qui font du mal à notre vie et qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre société soit une société qui soit peu crédible. Parce que nous avons des enjeux de développement, nous avons des enjeux d'image du pays et autres là. Vous avez cité les cas tout à l'heure. Parfois, ce sont des cybercriminels qui suivent ces Camerounais de la diaspora, qui les suivent jusqu'ici, qui les arnaquent quelquefois, qui les suivent et quand ils ne peuvent pas les tuer pour arracher, tout ça passe par le net généralement, quand vous regardez. Donc, il faut que le Cameroun, qui a des responsabilités d'image, qui veut les investisseurs, soit une nation où quelqu'un peut venir au Cameroun, vivre paisiblement et que la police, la gendarmerie soit plus avancée que ces cybercriminels qui menacent notre développement. Est-ce que la justice a peur véritablement de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'une autre question, ces nouveaux magistrats virtuels à travers ces réseaux sociaux peuvent créer un impact négatif sur le droit que vous dites? Je ne sais pas sur le fonctionnement de la justice, en tout cas. Peut-être sur la perception que la population a de sa justice, ou influencer, effectivement, manipuler les populations, parce que c'est ça l'objectif. Mais la justice reste froide et sûre, c'est bien debout, hein, parce que c'est une institution assez forte. Mais malheureusement... Par exemple, tel qui a dit ceci à travers les réseaux, et cela... Oui, malheureusement, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Et c'est ça le problème. On peut prendre des services de sécurité, on peut quereller un peu ou bien questionner les conditions d'admission dans certaines écoles. En ce qui concerne par exemple certains agents, vous voyez bien sur le terrain qu'ils le démontrent, qu'ils ne sont pas outillés pour cela. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens bien formés qui travaillent très bien. Donc c'est là un peu la nuance et le problème, n'est-ce pas? Et c'est tout comme avec la liberté, n'est-ce pas, qu'offre la liberté d'expression et tout, on permet aux gens de... Il y a une limite, n'est-ce pas, qu'il faut juguler. Voilà. Et c'est au niveau de cette limite-là que ça devient un peu difficile, voyez-vous? Parce qu'on ne viendra pas chez vous, n'est-ce pas, vous empêcher non plus de vous exprimer ou de dire ce que vous pensez. Maintenant, en vous exprimant, vous le faites quand même dans la limite de ce qui est admis ou autorisé. Donc, bref, disons que nous devons construire notre société. Nous devons refonder notre société. Il faut la repenser, je pense, avec une meilleure
optimisation, c'est-à-dire dans l'idéologie, façon de voir. Et j'insiste là-dessus. Ça passe par l'éducation, forcément. Ça passe aussi par l'ascension. Parce que quand vous acceptez que vous avez fait quelque chose et vous comprenez pourquoi on vous sanctionne, c'est encore meilleur. Parce que vous êtes un être à resocialiser à ce moment-là. Et ça passe, le discours, ça passe. Vous n'êtes pas un marginal, voyez-vous. Donc, moi, je crois que nous avons des repères culturels, nous avons même des repères religieux. Il faut que nous essayons de nous orienter dans ce sens-là et d'accepter de faire un travail de fond pour construire une nation camerounaise. La nation, ce n'est pas simplement au niveau du Cameroun, c'est même au-delà du Cameroun. C'est quand on parle de nation, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui appartiennent à des mêmes origines, ont des mêmes sensibilités. Il faut accepter de le faire. D'autres le font. D'autres sont peut-être déjà en avance, mais nous pouvons le faire. Il y a 30, 40 ans, si on avait lancé un mouvement dans ce sens, je crois qu'il y a des problèmes aujourd'hui qu'on aurait peut-être évité. Voyez-vous, on aurait anticipé sur ces problèmes-là. Vous avez insisté davantage sur l'éducation. Oui. On doit éduquer encore les Camerounais. Et merci d'être venu sur le Tout à fait. plateau. C'est moi qui vous remercie. Et chaque fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai présent. Merci. Et merci à mes copanélistes qui m'ont permis d'échanger avec eux ce soir et en toute convivialité. Merci Martial Bessa. Merci infiniment. Merci à Camdis pour sa contribution à la construction de notre démocratie. Maître, merci d'être venu. Ah, monsieur Coignet, je crois qu'une heure 30 n'était pas assez, parce qu'on a voulu dire pas mal de choses et à tout moment on s'est senti coupé. Donc je remercie mes compagnons qui étaient vraiment très conviviales. Et vous également, c'est toujours un plaisir de répondre favorablement à votre invitation. Je serai toujours là. Merci. Merci à notre cher Ledo Alendé. Merci bien évidemment à nos jeunes stagiaires dans ce studio avec nous derrière les caméras, sous le contrôle très regardé de celui qui est le responsable en chef. Permettez-moi de l'appeler Hidachi sur ce plateau. Merci au directeur général de Camdis Télévision et plus particulièrement au président-directeur général qui multiplie des stratégies au quotidien pour que rayonne davantage la télévision républicaine Camdis afin que nous vous servions, chers téléspectateurs, dans de bonnes conditions. Merci de nous avoir regardés. Restez fidèles au programme de Camdis Télévision. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 13h, mais à partir de ce soir, retrouvez l'équipe du journal à 18h et à 20h avec Désiré Trésor Bouni. À partir de demain à 13h, vous aurez des PEPAS. C'est pratiquement la même émission, mais la version anglaise. Prenez soin de vous et à très bientôt.